Je suis Anaïs, je travaille pour Compagnie. Donc Compagnie, c'est un organisme de formation. Nous, on aime bien dire qu'on est la boîte à outils des professionnels du secteur du prendre soin. Notre but, c'est d'accompagner les structures du médico-social dans leurs projets de formation et de transformation, notamment dans la mise en place des modèles inspirés de la philosophie Birdorg, des équipes autonomes. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour parler de ça. Notre objectif, c'est que les professionnels ils se sentent alignés avec le sens de leur métier et qu'ils sentent qu'ils aient du pouvoir d'agir. Et quand les structures se lancent dans ce type de transformation, on va pouvoir en parler ce matin, mais ça demande un changement qui est à la fois collectif et individuel. On parle d'une vraie transformation. Donc que ce soit pour les dirigeants et dirigeantes, pour les fonctions encadrantes, pour les responsables de secteur, bien pour les auxiliaires de vie, les intervenants de terrain, on va vraiment venir travailler sur sa posture et acquérir de nouveaux outils. Donc aujourd'hui, on a 3 intervenantes qui vont nous parler et surtout du changement de posture et de rôle lorsqu'on passe de responsable de secteur à une posture et une fonction de coach d'équipe. Voilà un petit peu pour le contexte. Et ce que je vous propose, c'est de pouvoir poser des questions euh, dans le chat, et on prendra 15 minutes à la fin du webinaire pour pouvoir les poser et discuter ensemble. Donc là, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'échanger avec Asma Boukris, qui fait partie de l'ASAPAD, qui est aujourd'hui coach de coach, mais qui a été coach d'équipe pendant plusieurs années, qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Nous avons aussi Morgane Vérin de Alenvie Fontainebleau, qui va nous parler de son rôle d'animatrice de réussite et donc nous parler des différentes facettes et des différents noms que le rôle de coach peut avoir. Et on accueille aussi Claire Vernoël, qui est coach formatrice chez Compagnie depuis 2 ans et qui accompagne les responsables de secteur justement dans la transformation de leur fonction. Donc je vois qu'il y a quelques messages qui s'affichent dans le chat. N'hésitez pas à vous présenter. On vous accueille. Bonjour tout le monde. Super. Ce que je vous propose, c'est que pour commencer en douceur, on va faire un petit tour de table. Et Asma et Morgane, peut-être que vous pouvez nous en dire dans un premier temps un petit peu plus sur votre expérience dans votre structure et de la transformation. Est-ce que Asma, tu veux commencer par te présenter? Oui, bonjour à tous. Je suis bien contente d'être là, pouvoir témoigner de mon expérience, puisque moi, quand je l'ai vécu au début, j'étais bien contente qu'on me fasse un retour d'expérience aussi sur la transformation. Moi, je suis Asma Boukris, je suis maintenant responsable de recrutement à la SAPAD, service d'aide à domicile. Et ça fait 8 ans maintenant que je suis à la SAPAD et donc dans le secteur de l'aide à domicile. Je ne connaissais pas du tout ce secteur-là auparavant, donc je suis sur la même structure depuis 8 ans et même si je changerais demain de secteur d'activité, enfin, je resterai toujours dans le même, dans le secteur du sanitaire et du social. Donc effectivement, j'ai été, dans responsable de secteur en planification avant d'avoir été coach d'équipe. Et ensuite j'ai évolué, plusieurs années, étant coach, en coach des coachs. Donc j'ai accompagné et je les accompagne toujours d'ailleurs, les coachs d'équipe. Donc effectivement, on a changé un peu notre organisation étant donné qu'on avait, une insatisfaction bénéficiaire, une fatigue psychologique des auxiliaires de vie qui allait un peu partout, qu'ils avaient, des plannings surchargés, qu'on sollicitait, un peu à la dernière minute, donc du coup fatigue psychologique et du coup absentéisme. Le personnel du bureau était également, fatigué d'avoir tout l'insatisfaction bénéficiaire, la fatigue des auxiliaires de vie, donc beaucoup de choses sur leurs épaules. Et on était également fatigués psychologiquement et il y avait même de l'absentéisme aussi, dans les bureaux. Donc du coup, on s'est posé des questions. On a créé une équipe projet, sur comment faire pour pouvoir, résoudre tous ces conflits, tous ces problématiques. Et on s'est inspiré, du modèle, Buurtzorg, qui, du coup, l'autonomie, équipe, proximité, voilà, c'est ce qui résume, principalement, cette organisation, enfin ce modèle.
Et du coup, effectivement, j'ai fait partie de cette équipe, cette création d'équipe projet et et du coup, j'ai changé de rôle et je suis devenue coach d'équipe suite à cette transformation. Donc je l'ai plutôt bien vécu, hein. J'avais l'impression de renaître professionnellement, d'avoir des nouvelles missions, enfin voilà, un nouveau rôle qui permettait, bah, voilà, de satisfaire nos bénéficiaires, de remettre à plat un peu, la satisfaction de bénéficiaires, et je changeais un peu l'image du métier d'auxiliaire de vie, de pouvoir, améliorer la qualité de vie au travail de ce métier-là et pouvoir, voilà, pouvoir, rechanger un peu ce qu'on vivait, enfin, c'était un peu catastrophique et ce qu'on vivait avant de remettre, en cause notre organisation. Donc voilà un peu, au niveau de mon témoignage. Merci Asma, génial. Morgane, est-ce que tu veux bien te présenter également? Alors du coup, moi, c'est Morgane Vérin, donc je suis ancienne responsable de secteur chez Alenvie. Et donc maintenant, donc j'ai occupé un poste d'animatrice de réussite qui est similaire à Asma en tant que quand elle était coach. Et maintenant, je suis plutôt axée sur un poste chargé relations clients-partenaires. Voilà. Mais du coup, j'ai eu à être animatrice aussi, pardon, de réussite. Moi, ça va faire 6 ans à peu près que je suis dans le secteur de l'aide à domicile. Euh, En travaillant du coup chez Alenvie, on a vécu, alors Alenvie, Soupe et Fontainebleau, on a vécu notre transformation il y a à peu près 3 ans, 3 ans de ça. Pareil, souffrance au travail, aussi bien côté bureau que côté terrain. On ne parle pas souvent de la souffrance au bureau, mais mine de rien, elle est forte aussi quand on est responsable de secteur, directrice, etc. Et donc avec mon directeur et ma directrice, on s'était posé la question, est-ce qu'on arrête complètement? Est-ce qu'on arrête complètement l'activité? Est-ce que on modifie notre façon de fonctionner? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on ne veut plus surtout? Et en fait, mis bout à bout, on a commencé à avoir quelques petites réflexions sur un changement possible. Et mon directeur qui s'appelle Antoine a eu une lecture bien spécifique sur quelqu'un qui avait déjà eu cette expérience-là de changement de boîte. Et donc, du coup, ils ont entamé de leur côté un changement perso qui, du coup, s'est au fur et à mesure reporté sur l'équipe support et puis ensuite sur l'équipe terrain. Euh, Comment j'ai vécu un petit peu cette transformation? Au début, pas bien. Même si j'avais hâte, je ne l'ai pas forcément très, très bien vécu. Beaucoup de changements, beaucoup de travail perso sur son être intérieur à faire, je dirais. Et puis au fur et à mesure, une fois que tout le monde était à peu près formé sur cette façon de fonctionner, déjà on s'y retrouvait un petit peu mieux et c'était beaucoup plus sympa à vivre. Voilà, Merci Morgane pour cette pour la présentation. faire courte. C'est vrai qu'en quelques lignes, ça demande un vrai pouvoir de synthèse, mais on aura C'est l'occasion de ça. revenir sur les éléments que tu as donnés Ouais. par la suite. Et Claire, est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus sur justement ta fonction de formatrice coach? Oui, donc voilà, moi c'est Claire Verneret, je suis effectivement coach et formatrice en posture de coach en Nouvelle-Aquitaine essentiellement et depuis un peu plus de 2 ans cette fois pour compagnie. Euh, alors, mon parcours à moi n'était pas dans le soin. Au départ, hein, j'ai commencé par être formatrice en français pour des étrangers. Alors, il y a quand même la notion d'accueil, d'accompagner l'autonomie des personnes qui arrivent dans un nouveau pays. Il y avait déjà des éléments importants pour moi, fondateurs de mon parcours. Mais ensuite, je me suis reconvertie en architecture d'intérieur. Et là, ça a été un petit peu le choc des cultures parce que je me suis trouvée face à beaucoup de pression, beaucoup de tensions. euh, C'était presque un retour à l'école où on tape sur les doigts, là il y a faute. Enfin, voilà, une ambiance qui était très loin de ce que je cherchais, ce qui m'a donné envie de retrouver justement un côté où on reconnaît l'autonomie des personnes, on laisse les personnes être responsables,
de ce qui fonctionne comme de ce qui ne fonctionne pas, et on cherche à améliorer quand ça ne fonctionne pas. Et ça, moi, c'était mon vrai ressort. Et là, cette expérience-là m'a fait réaliser à quel point c'était vital pour moi et que je voulais participer à ça, au fait que chacun a un pouvoir d'agir, chacun peut être autonome, responsable, si on lui en donne les moyens, si on ne le stigmatise pas dès que ce qu'il a fait n'était pas tout à fait dans les clous ou ne donnait pas tout à fait le résultat escompté, et que on peut fonctionner ensemble en cherchant à améliorer. Donc voilà, cette réflexion-là m'a amenée à devenir coach pour accompagner des personnes à reprendre. Anaïs parlait du pouvoir d'agir, et c'est vraiment ça le coaching, c'est redonner du pouvoir d'agir aux personnes. Et puis, assez vite après m'être formée au coaching, ça m'a redonné envie de partager. Euh, Former sur la posture de coach participe à ce mouvement-là de redonner du pouvoir d'agir, de participer à l'autonomisation. Et il y a tellement de force dans les outils et la posture de coach que ça me donne envie de les partager pour que ça aide les personnes finalement à se sentir bien dans leur contexte de travail. Voilà, j'entends beaucoup dans le secteur du prendre soin, beaucoup de souffrance, et ça me semble un paradoxe quand on est dans le prendre soin. On ne peut vraiment prendre soin des autres que si on prend soin de soi. Et donc, si la structure dans laquelle on travaille aussi prend soin de nous. Et voilà, pour moi, ce passage de la posture de manager à la posture de coach participe à ce mouvement-là, au prendre soin de tout le monde et au pouvoir d'agir. Merci Claire. Effectivement, et pour comprendre d'ailleurs un petit peu plus en quoi consiste ce rôle de coach, je vais peut-être donner la parole à Asma et Morgane, justement pour que vous puissiez nous expliquer en quoi ça consiste, ce rôle. Et par exemple, en quoi consiste Est-ce qu'il y a une journée type dans cette fonction de coach et quelles sont vos missions au quotidien? Je me permets, à Morgane. Alors, est-ce qu'il y a vraiment une journée type? Moi, selon moi, non. Enfin, moi, quand j'étais coach, hein, j'ai été coach pendant 4 ans, 5 ans, j'avais pas de journée type, en fait. Toutes les journées, elles étaient différentes, et je trouve que c'est ça le challenge, et c'est ça. Enfin, moi, j'aime bien faire des choses différentes et pouvoir avoir des journées qui sont différentes. J'aime pas toujours la même routine. Et en tant que coach, bah, c'est ça, c'est qu'il y a toujours du renouveau. Souvent, quand j'arrive le matin, enfin, quand j'arrivais le matin, bah, je consultais le message de mes équipes. Parce que j'avais un groupe WhatsApp avec mes équipes, et j'aimais bien savoir leur mood de la journée, sur comment elles allaient, s'il y avait des choses en particulier à savoir, etc. Donc souvent, je faisais ça le matin, et par rapport à ce que j'avais comme message, je pouvais construire ma journée, l'organiser selon ce que j'avais. Bon, si j'avais rien, si tout allait bien, bah, c'était très bien. Par contre, si j'avais, je sais pas, des petits conflits, ou alors un problème avec un bénéficiaire, etc., je construisais mes journées selon ce que j'avais au matin en arrivant. Après, au niveau de mes missions, bah, j'animais des réunions d'équipe, hein. Je rencontrais quotidiennement mes équipes. Alors pas toujours, pas tous les jours, mais j'avais un cycle, hein, j'avais 8 équipes, et du coup, je les voyais tous les 15 jours. Donc déjà, ça faisait partie de mes journées, hein, animer les réunions d'équipe. Sur mes réunions d'équipe, bah, voilà, on parlait toujours des mêmes sujets, et ensuite il y avait des sujets qui venaient de se greffer, par rapport à la situation de l'équipe. Là, je pense, à la période de Noël, des fois, il y a les sujets des congés qui venaient greffer, l'ordre du jour. Mais sinon, voilà, on parlait des bénéficiaires, on essayait de parler par rapport à leur équipe, ce qui n'allait pas, qu'est-ce qu'on pourrait réajuster pour pouvoir avoir une bonne cohésion d'équipe, et pour du coup pouvoir bien accompagner le bénéficiaire, hein, parce qu'on est là pour le bénéficiaire. Donc, enfin, j'étais là aussi pour faire le lien avec les bénéficiaires, les familles. Donc, bien sûr, je prenais pas les décisions à la place d'eux, mais je faisais le lien avec l'équipe pour que puisse pouvoir répondre aux besoins du bénéficiaire et de la famille.
je participais au recrutement, hein, parce que sur certaines équipes, j'avais des équipes où voilà, elles me tiraient la sonnette d'alarme, où elles avaient besoin de quelqu'un. Donc, j'analysais le besoin avec elles pour savoir s'il fallait vraiment quelqu'un ou si les plannings n'étaient pas bien travaillés. J'intégrais également les nouveaux salariés, hein. Quand il y a un nouveau salarié qui a intégré l'équipe, bon déjà il y a le rôle tutorat, parce que dans chaque équipe, il y a des rôles, dont le rôle tutorat qui est là pour intégrer le salarié, son collègue en tant que «parrain marraine» entre guillemets. Mais moi, en tant que coach, j'analysais et j'intégrais, le nouveau salarié pour voir s'il était bien intégré, si tout se passait bien, s'il avait bien intégré les règles, et le cadre de l'équipe. Puisque le coach est là aussi pour garantir le cadre, hein. Elles sont en autonomie, mais c'est pas l'anarchie. Il y a quand même des choses à respecter, des règles à respecter. Donc voilà principalement, au niveau de mes missions. J'ai aussi aujourd'hui la casquette de coach des coachs. Donc ce que je fais, c'est que j'accompagne les coachs dans leur quotidien. Si elles ont des conflits, avec, des équipes, si elles n'arrivent pas à s'en sortir sur une problématique, étant donné que j'ai un peu plus d'expérience, je les aide à pouvoir, avancer, et pouvoir, favoriser l'autonomie avec certaines équipes. Alors je vois, exemple de règles à respecter, dans les questions. Bah, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? Pouvoir rester disponible. Par exemple, je sais pas, il y a des équipes qui imposent à ce que tous les membres de l'équipe soient disponibles, pour pouvoir, si jamais il y a un absentéisme, si jamais il y a un arrêt maladie ou des congés, ça peut être, un exemple de règle. Ou alors, le cadre légal. Bah, par exemple, voilà, on travaille pas, 7 jours de repos, on travaille pas 7 jours sur 7. Ça, c'est aussi ça fait partie aussi des règles, qu'une équipe doit respecter. Donc, au niveau de mes équipes, donc j'avais 8 équipes composées de 4 à 8 voire 9 personnes. Au niveau, pour moi, hein, une équipe qui dépasse les 9 personnes, pour moi, il faut, pouvoir retravailler le nombre dans l'équipe, parce que des grosses équipes après, en réunion d'équipe, par exemple, c'est compliqué de pouvoir animer, une équipe de 8 ou 10 auxiliaires, enfin de 9 ou 10 auxiliaires de vie. Voilà au niveau de mes missions et puis, du rôle des missions de coach que je faisais, il y a quelques années, et puis de toute façon je le fais toujours au quotidien avec, mon rôle de coach des coachs. Voilà. Génial. Et toi, Morgane, de ton côté, Écoutez, moi, comment je passe après Asma qui a déjà dit une grosse partie de notre quotidien, mais c'est cool. Merci. Mais en effet, je partage aussi ce qu'elle dit. On n'a pas spécialement de journée type. On peut pas se dire. Enfin, souvent, je dis, si vous êtes quelqu'un qui a besoin de rigueur dans sa journée, de dire de 10 à 11, je vais faire ça, de 11 à 12, je vais faire ça. Pour moi, enfin, avec mon expérience en tant que coach, c'est vrai que c'est compliqué. On sait qu'on a une to-do list à faire pour, admettons, le lendemain, mais il faut se mettre des objectifs atteignables parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer le lendemain. On ne sait jamais est-ce qu'il va y avoir un désaccord dans une équipe, est-ce qu'il va y avoir un conflit, est-ce qu'il va y avoir une absence, est-ce qu'il va y avoir besoin de recrutement. Enfin voilà, c'est des petites choses qui arrivent assez rapidement dans les équipes. Mais sinon, en effet, on est constamment en création de liens, en échange avec les équipes. De notre côté, chez À l'Envie Fontainebleau Soupe, là, on commence à intégrer dans les préparations de réunion, du coup, les auxiliaires de vie aussi. On a un animateur réunion au sein de l'équipe, puisque du coup, Asma disait tout à l'heure qu'on a, enfin, dans les équipes, on peut avoir des rôles. Et donc, sur la préparation de réunion, maintenant, de plus en plus, on évite d'être seul à animer, et on fait en sorte de pouvoir préparer en amont avec l'auxiliaire de vie qui est en animation de réunion. Et puis, lui, avant, voilà, il est plutôt formé à recueillir toutes les, tous les sujets de son équipe, de façon à ce qu'après, avec le coach, il puisse le travailler, voilà, avoir des outils, plutôt animer en fait finalement la réunion, et de plus en plus finalement laisser de la place à l'équipe, et que le coach se retire tout doucement, puisque le but du coach, c'est que ses équipes soient un maximum autonomes. Et pour moi, je pense que on atteint l'autonomie quand l'équipe a plus besoin de nous et nous dit désolé Morgane, mais là on a déjà tout fait et on n'a pas besoin de toi. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui peut permettre de voir si l'équipe est en autonomie. Euh,
Je vois, mais vous gardez le commercial en tant que responsable coach. Alors du coup, moi, je suis plus sur une casquette de coach, animateur de réussite chez nous, simplement parce que du coup, j'attends un heureux événement et donc du coup, on a préparé du coup le relais et donc j'ai une collègue qui prend du coup la casquette d'animateur de réussite et moi, voilà, j'ai un côté où j'aime beaucoup tout ce qui est partenariat et client. Donc je me redirige de ce côté-là, mais je garde encore cette casquette d'animateur de réussite pour pouvoir former un maximum ma collègue et lui donner tous les petits outils que j'ai pu avoir en formation. Et du coup, oui, en effet, comme disait Asma, tout ce qui est partie recrutement, on fait aussi quelques évaluations chez les bénéficiaires avec les nouveaux bénéficiaires qui intègrent du coup chaque équipe de façon à ce qu'on puisse permettre aux auxiliaires de vie d'être au cœur finalement de leur prise en charge, que ce soit du début jusqu'à la fin. Voilà, on essaie de les inclure au maximum. Réunion, planning, on fait un peu de planning aussi, en effet. Je vois, vous avez un rôle planning, comment ça se passe l'organisation avec l'outil de planning. En effet, oui, on a un rôle, on a quand même un rôle sur les plannings. On est, comme disait Asma, on est quand même garant du cadre. Et donc, il y a certaines règles, notamment sur l'économie, sur le code enfin, tout ce qui est code du travail, etc., les conventions collectives à respecter. Et donc, ça, c'est des choses qu'on va partager avec les auxiliaires de vie qui auront eux aussi un rôle de référent ou animation planning chez nous en tout cas. Et le but, c'est pas qu'il y ait une auxiliaire de vie qui reprenne la casquette de responsable de secteur au sein de l'équipe pour faire les plannings de son équipe, mais vraiment que ce soit fait en co-construction avec l'équipe. Par exemple, pour aller très vite, mon rôle, admettons, en réunion planning, ce serait de voir avec l'équipe comment on se répartit les tournées. Et après, c'est l'équipe qui se dit, bah, tiens, moi j'ai envie d'être sur cette tournée-là, cette tournée-là. On se note tout et puis il y en a un qui finalement fait un peu le rapporteur sur l'outil planning. Voilà. Génial, merci beaucoup pour tous ces éléments pratiques parce que ça nous permet vraiment de rentrer dans le quotidien d'une coach équipe. Et en termes de posture, Morgane, toi tu dirais où se trouve la différence entre la posture de responsable de secteur et la posture de coach? Alors, posture, pour moi, un responsable de secteur, c'est très. Enfin, je vais peut-être être un peu. Je vais peut-être caricaturer un petit peu, mais pour moi, quand j'étais responsable de secteur, j'étais beaucoup dans tout ce qui est. Ok, mais si tu me prends telle intervention, je peux peut-être essayer de te libérer ta soirée, toujours trouver du donnant-donnant, un peu charmé, un peu dire, ah, tiens, si tu me donnes ça, je te donne ça, voilà. Toujours dans la négociation et parfois dans l'imposition, de se dire, bah là. Il y a quelqu'un de la place, donc bah, ça va tomber sur elle, le remplacement, parce que bah, il y a quelqu'un de la place et qu'on peut faire que comme ça. Donc du coup, ce côté un peu rôle de méchant qui impose finalement les choses. Donc c'était pas quelque chose que je vivais très bien. Euh, Très peu de relations avec les auxiliaires de vie, je dirais relations humaines. Dans un autre séminaire, j'expliquais que auparavant, quand je croisais les auxiliaires de vie en faisant leurs courses ou en faisant mes courses. En bref, on se croisait au supermarché. Ma hantise, c'était de les croiser et de discuter avec elles parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elles vont me dire? Est-ce qu'elles vont m'allumer parce que le planning, il n'est pas terminé? Est-ce qu'elles vont m'allumer parce que j'ai fait un remplacement? Toujours cette crainte finalement d'avoir le reproche, le reproche. Et or que maintenant, quand on se voit avec la posture de coach où on est devenu complètement neutre, où on n'est plus en prise de décision, on n'a plus à imposer quoi que ce soit, et on est vraiment dans l'échange avec les auxiliaires de vie et dans OK, qu'est-ce que tu pourrais te poser comme question? Qu'est-ce qui fait que tu penses ça? Enfin, vraiment toujours rester en ouverture totale, question ouverte à fond. On se rend compte qu'on arrive à avoir des liens d'humain à humain. Et quand je les croise maintenant au supermarché, je suis super contente de pouvoir discuter de tout et même de choses qui ne concernent même pas le boulot, mais simplement parce qu'on redevient Morgane avec la personne en face qui est quelqu'un d'autre que juste auxiliaire de vie chez Allenvie. Donc, c'est ce côté humain, moi, qui me fait plaisir et qui me fait aimer ce rôle de coach. Il y a quand même des limites pour moi, dans le sens où il faudrait pas, enfin, pour moi, c'est pas bien, il faut vraiment que je le bannisse, ce truc, c'est vraiment. Mais je dirais qu'un conseil, c'est de faire attention aussi à la limite, la barrière pro, quand même, se protéger parce que bah, l'humain, on a toujours plein de choses à partager et parfois faut quand même se barricader un peu. Voilà. Donc pour toi, Morgane, c'est vraiment les liens de proximité et le Ouais, lien humain à humain avec tes équipes. ouais, c'est ça.
soulignes. Et pour toi, Asma, peut-être aussi en quelques mots, une différence pour toi qui est notable entre la posture de responsable de secteur et la posture de coach? Bah, Morgane, elle a principalement dit enfin, le principal, hein. En fait, la différence, c'est que il y a pas d'autorité, enfin, il y a pas de lien hiérarchique. Et du coup, il y a plus de lien hiérarchique, on va dire, hein, ou d'ordre d'exécution. C'est vrai que moi, je donnais enfin, voilà, c'est moi qui positionnais sur les plannings, tu vas là, et puis voilà, quoi. Tandis qu'aujourd'hui, bah, déjà, j'ai plus ce lien-là. C'est elles qui construisent leur planning elles-mêmes, mais on est plus dans la communication et dans l'échange, pouvoir, effectivement, respecter les idées des auxiliaires de vie, pouvoir avoir une écoute active au quotidien. En fait, c'est elles les maîtres enfin, «du jeu» entre guillemets, hein, et nous, on va réguler en fait, en disant: «Bah, attendez là, est-ce que vous êtes sûrs? Ça vous allez pas vous tromper?» Enfin, c'est aussi le droit à l'erreur aussi qu'elles ont droit les équipes. Et du coup, enfin, ma posture, elle a totalement changé, hein, enfin, on va y venir avec la formation, plus tard, mais je suis plus effectivement dans la communication. Quand je les vois, bah, c'est agréable. Il y a plus cette peur de dire, ouais, comme tu l'as dit Morgane, hein, je vais me faire insulter parce que, ben, je les solliciter là sans lui demander et cetera. Elle a terminé tard ce jour-là, enfin voilà. Là, on est beaucoup plus dans l'échange, enfin, dans l'humain, et c'est beaucoup plus agréable. Enfin, je le vis tellement mieux qu'avant, quoi. Donc voilà. Donc cette posture, si je comprends bien, c'est qu'il y a un tel changement que vous avez, ça se travaille. C'est quelque chose qui vient s'accompagner d'outils, ce Ouais, changement de posture. oui. Et pour ça, vous, Morgane et Asma, vous avez toutes les deux suivi la formation, passer d'une posture de manager à une posture de coach. Donc Mmh. compagnie organise des formateurs, notamment comme Claire, qui va pouvoir nous en parler un petit peu plus. Nous, ce sont des formations que l'on organise dans les structures ou bien entre plusieurs structures pour vraiment avoir cet espace d'échange de pratiques. Par exemple, là, on a quelques promotions qui sont parties sur la fin de l'année 2023, d'autres qui commenceront à Paris début 2024. Nous, c'est vraiment une façon pour accompagner cette transformation qui est à la fois professionnelle et généralement, ce qu'on entend aussi beaucoup, c'est qu'elle est personnelle. Donc, Claire, peut-être, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment elle se déroule cette formation que toi, tu animes? Oui, alors déjà, d'un côté pratique, ce sont des modules de 2 jours. Il y en a 4, donc 2 jours consécutifs. Il y en a 4 espacés chacun d'un mois, avec une progressivité. Le premier module est plus consacré à la posture et aux outils du coach, l'outil principal étant la question ouverte. Le deuxième module est consacré plus à l'assertivité, comment on la développe, et ça va être important au sein de l'équipe pour son autonomie de réussir à se dire les choses de façon constructive. Le troisième module aborde plutôt les situations de tension, de conflit, en tout cas toutes les situations difficiles, et comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment anticiper. Et puis le dernier est plus sur l'autonomie et l'agilité de l'équipe. Donc, en formation sur les 2 jours, il y a des apports théoriques, mais l'idée est quand même beaucoup que les personnes participent, soient contributrices, je cherchais mon mot, contributrice de la formation, c'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de brainstorming pour partir des situations vécues. La formation, elle n'est pas déconnectée de la réalité terrain, parce qu'on part de ce que vivent les participants, participantes. Donc ça va passer par du brainstorming, ça va passer par des mises en situation. Donc mise en situation d'un entretien individuel avec un membre de l'équipe qui rencontrerait une difficulté. Ça peut être des mises en situation d'animation d'une réunion collective, ce que le coach d'équipe va beaucoup faire au début, avant de s'en extraire petit à petit s'il y a quelqu'un qui prend le rôle de l'animation. Et on cherche à faire vivre l'expérience. Et en fait, dans cette formation, il y a 2 dimensions. Il y a ce qu'on apprend en termes de contenu, d'approche, d'outils, de posture.
et il y a la modélisation qu'on peut faire de ce qui se passe dans la formation et de comment se passe la formation. Donc, prendre des outils d'animation, voir comment se passent les échanges, comment on répartit la parole. Donc, en ce sens, la formatrice coach ou le formateur coach est aussi présent pour incarner une posture et que les personnes puissent s'en inspirer. Voilà, par les outils qu'il donne et par les activités qu'il propose. Ce que je n'ai pas dit et qui est important toujours pour cet ancrage dans le vécu, c'est que à partir du deuxième module, dans la première journée, il y a un temps consacré au retour d'expérience. Donc, à l'issue d'un module, les participants, ce qui est important, c'est qu'ils mettent en pratique. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on intègre les outils et qu'on s'améliore, qu'on gagne en aisance. Et donc, on les encourage à mettre en pratique des choses qu'ils ont vues. Et au module suivant, on fait un retour sur ce qui s'est bien passé, et c'est important d'ancrer aussi ce qui s'est bien passé. C'est la base sur laquelle on peut s'appuyer, et puis ça alimente un petit peu le plaisir aussi d'avoir bien fait. Et puis, on travaille sur qu'est-ce qui n'a pas tout à fait fonctionné comme souhaité, et on regarde comment la personne a fait, comment elle aurait voulu faire, quel résultat elle en attendait, qu'est-ce qu'elle pourrait faire différemment. Voilà, toujours en mode coach, c'est-à-dire le mode coach, je pose des questions. Et je n'ai pas les réponses toutes faites pour les autres. C'est ça qui participe à leur autonomisation. Je les accompagne à réfléchir, eux, comment ils voient les choses, comment ils pourraient faire, quelles ressources ils ont pour continuer. Merci Claire de nous expliquer vraiment ce changement et ce travail qui est fait pendant ce temps de formation. Est-ce que Morgane et Asma, vous avez peut-être un mot pour dire comment est-ce que vous l'avez vécu, ces temps d'introspection et de changement de posture? Tu vas, j'y vais? Tu peux. Ok. Moi, j'ai fait la formation avec Carole Rivoire, Ah ouais. et Moi que aussi. je remercie beaucoup. J'ai pas été l'élève modèle pour cette formation-là, puisque moi, j'y ai pas cru du tout au début. J'aimais bien, j'étais contente d'aller en formation. J'aimais beaucoup ce qu'elle nous transmettait, etc. Mais le retour à la réalité des débuts, on faisait 2 jours et puis on repartait sur la réalité du terrain. Et en fait, elle m'avait montré plein de choses, plein d'outils, et je comprenais pas pourquoi ça voulait pas fonctionner dans l'entreprise. Je me disais, mais si, mais Carole, elle a dit que ça fonctionnait, ça doit fonctionner. Et donc, du coup, je me disais à chaque fois, mais c'est quoi ce monde de bisounours où tout se passe bien, où avec un simple outil, on arrive à faire émerger plein de solutions, etc. Et donc, du coup, je crois que j'ai mis 3 bonnes séances avant d'avoir le fameux déclic où je me suis dit, mais en fait, Morgane, ce que tu es en train de vivre là, enfin, mine de rien, vous êtes toute seule. Enfin, j'étais toute seule à le vivre avec la personne qui m'accompagnait, qui était ma directrice. Et l'équipe qui reste, elle, à l'agence, n'a pas cette formation et donc ne peut pas comprendre ce que tu es en train de vivre. Et donc, ce décalage de transformation entre nous et du coup les équipes qui ne comprenaient pas Ouais. du tout ce qu'on faisait. C'est-à-dire, mais d'habitude, tu me donnes des ordres et là, tu me demandes mon avis. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Quelle mouche t'a piqué? Et donc, j'ai eu quand même un moment à m'adapter avec ce que j'avais vu en formation, ce que je pouvais du coup transmettre aux équipes et surtout le fait de se dire que moi, j'ai mis du temps à intégrer que ça pouvait être un très beau projet et que ça pouvait fonctionner, mais qu'il fallait aussi que je laisse le temps aux autres de comprendre que ok, il y a des choses qui se mettent en place, c'est nouveau, le nouveau fait parfois un peu peur, mais qu'au final, eux aussi avaient le droit d'avoir un peu de temps pour être ok avec le projet, quoi. Donc voilà, moi, ce que ça m'a un peu renvoyé, cette formation. Asma, est-ce que Euh, c'est bien de ton côté? Pareil, moi j'ai été formée aussi par Carole et puis super formation, super formatrice. Et du coup, effectivement, dans la formation, on a appris plein d'outils. J'aurais jamais pu, je pense,
bien occuper mon rôle de coach, sans la formation. Mais vraiment et sincèrement, sans la formation, je pense que j'aurais peut-être pas bien fait. Enfin, je sais pas, j'ai ce sentiment-là, et du coup, avec la formation, c'est vrai qu'on a plein d'outils qu'on peut sortir quand il y a des sujets avec des équipes ou des situations, des conflits. Et puis je trouve qu'on a un regard différent, heu, après la formation. Avant la formation, j'aurais pas réagi de la même manière qu'avec la formation. Donc je trouve que la formation, elle est limite indispensable pour moi. Merci Voilà. Asma. Génial. Et là-dessus, Claire, toi, est-ce que ça fait écho aussi avec ce que tu vis en formation, avec justement les responsables de secteur qui vivent ce moment de transition et de changement? Est-ce que tu as une transformation à nous raconter ou tes observations? Alors, ben, un petit peu comme Morgane en a témoigné, hein, ça m'est arrivé d'avoir des personnes en formation qui arrivent et qui ne veulent pas. Ouais. Mmh. Mais je veux pas être coach. Moi, ce que je fais me plaît. Et puis d'ailleurs, coach, je déteste ce mot. Et puis c'est à la mode. Voilà. Donc oui, il y a des personnes qui arrivent en résistance. Euh, je me souviens d'une personne particulièrement qui avait utilisé les mots que je vous ai partagés, qui, à la fin de la formation, m'a dit, ben, en fait, je vois bien tout l'intérêt de la posture de coach. Et voilà, et elle l'avait apprivoisé. Mais évidemment, il y a des peurs, des appréhensions en début de formation. C'est quelque chose d'inconnu, alors qu'on maîtrisait à peu près son métier. Là, tout à coup, on doit changer. Et il y a ce on doit, puisque souvent c'est la structure qui a décidé. Et ben, voilà, il faut suivre ce mouvement. Euh, il y a la peur de ne pas savoir aussi, de ne pas réussir à mettre à distance, à prendre du recul par rapport aux situations, à poser les questions, à accompagner l'équipe. Euh, il y a aussi le fait de dépasser. euh, Certaines responsables de secteur arrivent en disant ah non mais de toute façon une telle et une telle sur le terrain elles n'y arriveront pas, elles sont pas capables d'être autonomes, il faut tout leur dire, etc. Et il y a tout le chemin vers ben, en fait parfois ce sont ces personnes-là qui se révèlent quand on leur laisse l'autonomie et que c'est pas toujours ce à quoi on s'attendait. Et en fait, c'est ça le regard de coach. Et cette transformation peut-être à l'issue de la formation, c'est se dire, ben en fait, moi je sais pas. Je suis pas sachant, je peux pas savoir à l'avance, mais je vais m'intéresser à l'autre pour voir comment il ou elle fonctionne et comment je peux l'aider à fonctionner mieux pour le bénéficiaire ou mieux pour la personne ou mieux pour l'équipe, mais avec ses ressources, avec qui cette personne est. Et voilà, et là on est vraiment centré sur l'humain. Et justement, dans ce contexte, et comme c'est souvent des lieux d'échange entre des personnes, on est plutôt sur un format présentiel. Voilà, on est plutôt sur un format, c'est vraiment quelque chose qui demande ces temps de rencontre, ces temps aussi de déconnexion avec son quotidien. Et pour ça, c'est vraiment le format présentiel qui est privilégié au maximum. C'était pour répondre à la question de Solène. Et on a aussi une autre question sur le même sujet de la part de Mélissa qui nous demande quel outil en formation vous a le plus marqué et que vous utilisez encore aujourd'hui, peut-être pour faire grandir les équipes et justement venir les accompagner dans cette autonomie. Est-ce que Asma et Morgane, vous voulez partager un outil ou des choses que vous avez utilisées dans votre quotidien? Moi, je veux bien. Avec Carole, on avait fait une sorte d'atelier. Alors, je ne saurais pas dire si c'est un nom, cet outil, mais ça permet en fait finalement, enfin, cet outil-là peut être utilisé quand deux auxiliaires de vie essayent d'expliquer quelque chose et qu'elles pensent voir la même chose, mais qu'en fait l'autre, avec les explications, n'arrive pas à voir totalement ce qu'elle fait. Et donc, du coup, elle nous avait fait, je crois, un set
avec plein de petits morceaux, un set découpé en plein de petits morceaux. Et en fait, on avait une personne qui était de dos et l'autre, donc qui devait reconstituer le puzzle. Et on avait Mm. l'autre personne qui était dans le dos, mais aussi de dos, et donc qui ne voyait pas ce que son collègue ou son binôme faisait. Et donc, du coup, on devait reconstituer un puzzle tout en donnant finalement des indications à la personne qui était de dos. Et donc, on se rendait compte que ben, celui qui avait la pièce, il se disait, mais attends, mais ça a quelle forme? Et donc, du coup, il se disait, bon, ça ressemble à un truc avec deux pointes, je le mets où? Et en fait, l'autre dans le dos disait, ça m'a marqué, mais si, c'est la pièce qui ressemble à un fer à repasser. Si tu la tournes de tel côté ou tel côté, tu vas avoir un fer à repasser, et celle-ci, elle va au milieu. Et en fait, on était bloqué sur le fer à repasser. Elle voit un fer à repasser, mais moi, je vois pas. Et donc, du coup, s'aider finalement, enfin, se concentrer sur écouter finalement ce que l'autre dit, sortir de son cadre de référence, aller dans le cadre de référence de l'autre pour pouvoir justement bah, ne faire qu'un et constituer ce puzzle. Et ça m'avait marqué parce que je me suis dit finalement, tant qu'on rentre pas dans le cadre de référence de l'autre, on peut se rendre compte on peut avoir un désaccord ou une incompréhension qui peut durer, excusez-moi l'expression, mais 10 plombes. Donc franchement, j'ai trouvé que cet outil était top. Et pour l'avoir refait en réunion, ça avait dégagé quelque chose de sympa. Et après, ça permet à l'équipe de pouvoir aussi voilà, enchaîner sur d'autres sujets. Voilà. Donc ça m'avait marqué. Génial. Merci Morgane. Asma, est-ce que tu as un outil aussi qui te vient en... Rapidement, moi, c'est ce que j'utilise souvent, c'est le desk. C'est un outil qui permet de désamorcer des conflits entre deux collègues, par exemple, où ça se passe en plusieurs étapes, où il y a d'abord une étape où chacun exprime un peu ce qu'il ressent. Euh, enfin, l'objectif à la fin, c'est que tout le monde a pu s'exprimer, enfin, les deux parties ont pu s'exprimer et pouvoir trouver des solutions à la fin de cet exercice. Et, et ça marche à tous les coups. Et du coup, bon, je dis pas bien sûr, je vais aller faire un desk. Ah non, ça se fait naturellement maintenant, mais c'est quelque chose que j'utilise très souvent. Et même avec mes collègues dans l'équipe administrative, quoi. C'est pas quelque chose que je fais que avec les salariés. Hmm. C'est des outils qui participent au quotidien et au fait d'être aligné, d'être dans la compréhension, Ouais. effectivement, de voir les différentes réalités de Ouais, chacun. bah, on agit différemment. Enfin, moi, depuis que j'ai fait la formation, même dans ma vie privée, je communique beaucoup plus et je suis beaucoup plus dans l'échange. Et enfin, voilà, ça change totalement. Enfin, moi, je trouve que ça m'a totalement changé. Je Merci peux me pour ce retour, permettre une Claire. intervention? C'est juste que j'entends effectivement un lien entre les deux témoignages, même si ce sont des outils très différents, mais entre ce que dit Morgane et ce qu'a dit Asma, euh, c'est vraiment, ça témoigne vraiment de la posture de coach qui va s'intéresser à ce que vit la personne, à ce que voit la personne, à ce Mm. que ressent Oui, la personne. Et on accepte d'entrevoir que l'autre peut-être voit quelque chose de différent, vit quelque chose de différent, et qu'il n'y en a pas un qui a raison ou qui a tort. Les deux réalités coexistent et que le travail du coach, c'est de faire se regarder ces deux réalités et tenir compte l'une de l'autre sans dire il y en a une qui est bonne ou mauvaise. Exactement. Merci beaucoup, Claire, parce que ça amène aussi de toutes les perspectives, effectivement, les différents regards qu'il peut y avoir sur certaines situations. Il est 48 et on avait dit qu'on allait laisser du temps pour les questions. Donc, c'est exactement ce qu'on va faire pour la suite. Et je sais qu'il y a un vrai intérêt pour une question qui fait partie du quotidien, qui est le rythme sur les plannings. Donc, on revient sur du pratico-pratique. Et simplement, avant de pouvoir interroger Asma et Morgane sur votre façon de fonctionner dans chaque structure, puisque chaque structure peut avoir vraiment sa propre organisation et manière de fonctionner, moi, j'en profite pour vous transmettre un prochain événement qui aura lieu le 18 janvier à Paris, qui est une journée complète de témoignages donc en physique. Voilà, c'est vraiment se retrouver tous ensemble. Si c'est des sujets qui vous intéressent ou voilà, il y a des questions que vous souhaitez approfondir, ce sera aussi l'occasion de venir en discuter en personne avec nous et une autre structure qui viendra également nous partager son expérience. Donc voilà, mais pour le moment, tant qu'on est tous ensemble, profitons-en.
Et il y a une question au niveau du rôle planning dans les équipes. Alors que ce soit à la SAPAD ou à l'Envie Fontainebleau, est-ce que vous avez un rôle planning dans une équipe et comment ça se passe l'organisation avec l'outil de planning? Alors, nous, dans chaque équipe, il y a un role planning et le role planning est accompagné d'un binôme. Donc, en cas de congé ou d'absence, bah, c'est le binôme qui prend le relais. Donc, le role planning, il est là pour, alors, tout en co-responsabilité, hein. C'est pas le role planning qui a la responsabilité de faire les plannings, c'est en co-responsabilité, en accord avec tout le monde, ensemble. Et ça, on le précise à chaque fois parce qu'on on veut vraiment bien insister sur le fait que c'est ensemble. Voilà, c'est pas que le role planning. Donc, il va être là pour vérifier, par exemple, que les plannings sont cohérents, sont harmonieux. Ils sont, par exemple, s'il y a un absent, et ben, de vérifier que, il y ait bien quelqu'un chez tout le monde. Alors sachant que la personne absente, si elle n'est pas malade, on considère que chez nous, si une personne est malade, elle va pas se remplacer. Par contre, si c'est une personne qui a une panne de voiture, un problème, enfin voilà, qui garantit ses remplacements, mais que le role planning va surveiller derrière si tout est bien fait. De vérifier que madame Dupont a bien ses 15 heures au mois, heu, et de pouvoir faire le lien aussi, le role planning va pouvoir faire le lien aussi avec la coach. S'il y a des problématiques, si par exemple elles n'arrivent pas à remplacer, si par exemple, voilà, elles ont besoin d'aide, bah, c'est le role planning qui va faire le lien avec la coach d'équipe. Voilà principalement les missions un peu du role planning. Donc il est payé, hein, on le paye, ce rôle-là est rémunéré bien sûr, hein, parce qu'il travaille un peu plus, on va dire, que les autres collègues. Donc nous, le role planning, on le rémunère. Et ça se passe au niveau de l'accès au logiciel métier. C'est une question aussi qu'il y avait eu. Comment est-ce que les équipes ont accès au logiciel? Alors, en tout cas à la SAPAD, hein, elles ont accès à elles ont une application métier sur leur smartphone pro. Elles ont un smartphone professionnel où, bah, déjà elles ont appel, SMS illimité où elles peuvent se contacter entre collègues, même les bénéficiaires, sans pouvoir utiliser leur téléphone perso. Et donc dessus, effectivement, elles ont une application, où elles peuvent visualiser leur planning, celle de leurs collègues, ceux des bénéficiaires. Elles ont accès aux modalités d'intervention des bénéficiaires. En fait, elles ont accès à tout. Elles ont accès à tout sur cette application. Elles peuvent modifier leur planning, ajouter des interventions, supprimer des interventions. Donc, le role planning a plus d'accès que les autres collègues. L'autre collègue lambda, lui, il a accès à tout, mais il peut modifier que son planning. Avant, il pouvait modifier les plannings de tout le monde, mais c'était trop compliqué. Du coup, on a donné l'accès au role planning de pouvoir changer les plannings des autres collègues. Donc c'est avec cette application-là, bien sûr, on fonctionne avec la télégestion. Donc c'est avec cette application-là, qu'il y a le badge et des badges en arrivant et en repartant. Voilà. Donc, Elles le ont logiciel AppSmart, si c'est possible, ça intéresse plusieurs personnes, savoir quel est le nom du logiciel. on utilise Infology, nous. Ok. Et de ton côté, à l'Envie Fontainebleau, Morgane, comment est-ce que vous vous organisez? Ça se passe quasiment pareil. Donc je vais éviter de faire des redites, mais par exemple, sur une dernière réunion, on a vraiment travaillé sur du planning. Donc moi, là, ce serait l'exemple d'une équipe où elles sont 8. Donc j'entendais Asma qui disait quand on arrive à 9, en effet, ça fait une grosse équipe et il va falloir Mmh. commencer à voir pour casser un peu l'équipe, ou en tout cas resectoriser à l'intérieur de cette équipe-là. Donc là, elles sont 8 et donc on s'est retrouvés avec finalement plusieurs tournées. On avait 4 tournées où, avec les secteurs, on peut pas désectoriser ces bénéficiaires-là parce qu'ils sont voisins, parce qu'ils habitent dans la même commune ou autre. Et donc, du coup, avec l'équipe, s'est posé la question de savoir qui prenait quelle tournée sur son planning et qui prenait du coup la tournée sur les jours de repos de celle qui avait validé une première tournée. Donc du coup, on s'est mis d'accord avec l'équipe sur le fait qu'on avait 4 auxiliaires de vie qui étaient titulaires d'une tournée. Donc elles l'avaient du lundi au vendredi, sauf sur le jour de repos. Et qu'il y avait 4 autres personnes dans cette équipe qui, elles, n'aimaient pas forcément rester toujours sur la même tournée, qu'elles aimaient bien aller voir un petit peu toutes les tournées différentes qu'il y avait dans leur équipe. Et donc, du coup, elles étaient plutôt volantes dans leur tournée. Donc, du coup, elles disaient, bah, moi, tiens, je vais remplacer tel collègue sur son jour de repos sur telle tournée. Alors, ça me paraît un peu clair quand je l'explique parce qu'on le vit au quotidien.
Mais voilà, c'est des arrangements finalement qu'on fait ensemble. Dans la construction du planning, j'avais vu une question: qu'est-ce qu'on prend en compte? Qu'est-ce qu'on prend pas en compte? Comment on s'organise? Tout ce qui est, construction du planning finalement, je ne sais pas si c'est pareil, pour Asma, mais nous, on leur donne, finalement toutes les cartes en main en leur disant: «Bah, voilà, là, il y a telle personne qui a un contrat d'autant et donc du coup, on ne peut pas dépasser autant d'heures par semaine. Combien d'interventions on a le droit de faire maximum par jour?» On leur donne aussi, les temps de pause, obligatoires. On Après tout ce qui concerne, je dirais, les souhaits des bénéficiaires, c'est celui qui fait qui sait. Donc clairement, c'est les auxiliaires de vie qui sont à même de nous dire s'il faut passer à 8 heures chez monsieur A ou à 9 heures. Donc finalement, nous, on leur donne vraiment, je dirais toutes les infos sur le cadre, économique pour pas perdre trop d'heures ou pour éviter d'en perdre tout court. Et puis, sur tout ce qui est, code du travail, sur les jours de repos, sur, les remplacements. Si tu travailles sur ton jour de repos, tu es obligé de dépanner. Enfin voilà, toutes ces petites règles-là, on leur donne et avec, toutes ces petites choses-là, elles arrivent à co-construire, leur planning en équipe en toute simplicité. Voilà, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de je dirais que la règle pour faire du planning, c'est gagnant-gagnant et tout le monde gagne ou enfin voilà, si moi j'y gagne quelque chose, mon collègue, il faut qu'il y gagne aussi quelque chose. Voilà, faut pas que ce soit, imposé. Et il y avait aussi une autre question. Donc, c'est vrai que les rôles dans les équipes, c'est quelque chose qui interroge. Et alors, j'ai noté deux questions, notamment qui fait les évaluations à domicile, voilà, que ce soit du côté d'Allenvie Fontainebleau ou de la SAPAD. Comment est-ce que vous vous organisez? Enfin, nous, enfin, ça dépend qu'est-ce qu'elle appelle par évaluation. Parce que nous, enfin, nous, on a des coordinatrices de parcours qui ont ce rôle-là, en fait, de pouvoir aller faire les premières visites, ben, voilà, faire les papiers et cetera, pouvoir voir, après, enfin, nous, c'est le département qui nous transmet, ce qu'il y a à faire chez notre nouveau bénéficiaire. Mais ensuite, en ce qui concerne le suivi d'évaluation, déjà dans chaque équipe, il y a un rôle, bénéficiaire où, en fait, on se rend compte que la meilleure personne pour pouvoir, se rendre compte des besoins et cetera, c'est l'auxiliaire de vie. Nous, en tant qu'administratif, enfin moi, en tout cas, je me sens pas capable de savoir si la personne, elle a besoin de ça ou de ça. En tout cas, on a, une auxiliaire de vie qui va se déplacer pour voir les besoins et cetera. Mais en tout cas, au niveau de l'évaluation, du plan que doit avoir un bénéficiaire, enfin nous, on n'a pas ce rôle-là chez nous. Chez nous, du coup, l'évaluation, alors nous, ce qu'on appelle l'évaluation, c'est la première visite en effet où on va un petit peu voir les besoins du bénéficiaire, faire le tour du logement, s'assurer qu'au niveau des risques pro, il y ait pas de danger pour l'auxiliaire de vie, que le matériel dont on va avoir besoin est dispo. Ça, en règle générale, alors chez nous, on n'a pas, on n'est pas beaucoup au support, un peu plus maintenant, mais jusqu'à maintenant, on n'était pas énormément. Donc du coup, c'était le coach ou bien moi maintenant, avec la casquette un petit peu, chargée de clientèle et partenaire. Mais peu importe de toute façon qui va le faire au niveau du support, cette évaluation, on emmènera, toujours ou en tout cas, si c'est possible, en fonction aussi des charges de planning des auxiliaires de vie, mais on emmène toujours une auxiliaire de vie, avec nous, de façon à ce qu'elle puisse aussi se présenter et puis, regarder un petit peu, quel est le bénéficiaire qu'elle va intégrer ou non dans leur équipe. Et puis ensuite pouvoir faire un débrief, à ses collègues en disant: «Ben voilà, on va intégrer tel bénéficiaire, on commence à telle date, voilà ses besoins et finalement qui prend quoi sur le planning? Qui est-ce qui prend le matin? Qui est-ce qui prend le soir?» Voilà et en fait, on se rend compte qu'elles tiennent compte des comment dire? Des capacités de chacune dans l'équipe, moi, par exemple, en étant au bureau, je vais me dire: «Bah, tiens, je vais mettre, Isabelle, je sais pas moi, sur ce planning-là» et en fait, elle va me dire: «Bah, non, il y a un lève personne» et finalement, moi, je suis pas à l'aise avec le lève personne, donc du coup, on va devoir refaire le planning. Alors que l'équipe sait très bien qu'on enverra tout le monde sauf Isabelle, parce qu'Isabelle ne sait pas et donc du coup, voilà, le planning est plus fluide. Donc on emmène à l'idéal toujours, une auxiliaire de vie avec nous.
Génial, merci beaucoup pour ces partages. Il est 59 et il y a beaucoup de questions. En tout cas, il y en a encore. On pourrait rester, je pense, 1 heure de plus discuter tout ensemble, tous et toutes ensemble. Ouais. On va devoir s'arrêter là. On va te dire un petit dernier mot de la fin. Par contre, ce que je vous propose pour toutes les personnes voilà, qui ont encore des interrogations, c'est qu'on puisse rester en contact, qu'on puisse aussi vous transmettre d'autres supports, d'autres temps d'échange qui ont été organisés ou qui seront organisés par la suite. Comme ça donnera justement la possibilité de partager vos questions, qu'on puisse éventuellement voir quelles réponses on peut trouver ensemble et il y aura des prochains temps qui seront organisés. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas trop de frustration à ce niveau-là. Pour clôturer ce temps ensemble, j'aimerais bien que Claire, Asma et Morgane, vous puissiez nous partager un mot de fin. Et qu'est-ce que vous diriez, vous, à des personnes qui souhaitent passer le cap, qui souhaitent se transformer, mais peut-être qui hésitent encore un peu? Bah moi, je dirais que bah, si on songe à une transformation, c'est qu'il y a quelque chose qui dérange. Et du coup, moi, j'étais pas réfractaire comme Morgane, j'avais plutôt envie parce que j'en pouvais plus. C'était plus possible. Et du coup, je pense qu'il faut, pour le bien de tous, que ça soit personnel du bureau, que ça soit pour les auxiliaires de vie, que ça soit pour les bénéficiaires, bah, je trouve que bah, les équipes autonomes de proximité, bah, c'est une bonne chose. Ça permet d'avoir une meilleure qualité de vie au travail pour tout le monde. Alors, c'est vrai qu'au début, c'est pas facile, hein, parce que bah, forcément, comme tout changement, il faut s'adapter. Mais il faut rester motivé et vous dire qu'à la fin, bah, les auxiliaires de vie seront forcément bien et du coup dans les bureaux, enfin voilà, c'est un cercle ensuite, vertueux, j'ai envie de dire. Mais moi aujourd'hui, je ne regrette pas et quand je j'interroge mes collègues, c'est pareil et les auxiliaires de vie aussi. Elles sont vraiment mieux et les bénéficiaires sont contents, heu enfin, je dis pas ça pour enfin, vraiment, c'est sincère, ce que je dis et je suis frustrée de pas pouvoir répondre aux autres questions parce que j'ai envie de pouvoir, vous aider parce que moi, j'étais dans cette situation-là où j'avais besoin beaucoup de réponses à mes questions et du coup, je peux comprendre, toutes les personnes qui se posent des questions et qui sont frustrées. Mais en tout cas, moi, si je peux en tout cas, redire que voilà, c'est vraiment, une belle action, un beau projet, voilà, foncez. Merci Asma. Morgane et Claire, est-ce que vous pouvez nous partager un mot de la fin? Claire, je t'en prie. Ok, merci Morgane. Moi, je dirais que c'est important de ne pas y aller trop vite. Voilà, d'y aller pas à pas et c'est Ouais. une des choses importantes en coaching, la stratégie des petits pas. Euh, que si on y va, il faut que ça ait du sens et il faut partager le sens. C'est important de le faire dans le plaisir aussi, pas dans la contrainte et dans la souffrance. Et puis rester authentique, voilà, avec une curiosité, avec une humilité aussi des tâtonnements possibles, mais se connecter à cette envie de découvrir une autre façon de faire et d'être vraiment au cœur de l'humain et de s'intéresser à l'humain. Merci Claire. C'est un très beau mot de fin, de se reconnecter à son authenticité. Morgane, de ton Mais moi, je côté? dirais que je vais pas chercher à convaincre qui que ce soit. Il faut le tenter si on en a envie, si on en est prêt. C'est un parcours qui demande beaucoup de transformation déjà d'une personnelle. Oui, donc du coup, je ne cherche pas à convaincre, ouais, qu'il faut vraiment être décidé oui, à l'intérieur de soi, faire une transformation perso. C'est pas toujours simple, mais au final, le résultat en vaut la peine. Franchement, travailler avec de l'humain en étant humain, c'est top. Ça change la vie et on se sent bien. On se sent bien. J'ai plus cette pression de responsable de secteur que j'avais avant, où je rentrais chez moi en pleurant parce que j'avais mis beaucoup de cœur à l'ouvrage sur un planning et finalement j'avais fait quelque chose qui correspondait pas du tout aux auxiliaires de vie. Et là, maintenant, le fait de pouvoir partager, c'est pas tous les jours simple, bien sûr, hein. Il y a encore des hauts, des bas. On est encore sur une transformation de notre côté. Mais voilà, on retrouve quand même une certaine sérénité.
Merci à vous trois pour vos retours qui étaient super riches et Ah c'était bon. un vrai plaisir d'avoir ce temps d'échange. J'espère que tout le monde aussi a pu en profiter et il y en aura d'autres. Donc on se revoit très vite et on vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci tout le monde. Merci. Au revoir, Merci. merci à tous. Merci, au revoir.